Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va évidemment revenir sur la nouvelle performance des Canaries. C'était samedi soir du côté d'Ajaccio sur l'île de Beauté en compagnie de 3 nouveaux invités. Avec plaisir, j'accueille évidemment Charles Guyard de Sun Radio. Bonjour Anthony. Salut Charles. Avec également Simon Rongoat d'It West. Salut Anthony. Qu'on retrouve sur @Simon Rongoat. Sur Twitter, alors que Charles Guyard, on a du mal à le trouver. Ouais, cherchez-le bien, mais vous le trouverez pas. Voilà, Mais je fais un métier qui est sur les ondes, monsieur. Voilà, donc mais Sun Sport par contre, à la radio, @Sun Sport, on retrouve évidemment toutes les actus. Et puis Issa Sissoko. Salut Anto. Grand reporter, salut Issa. Salut. Grand reporter du côté de l'RTS en Afrique et accessoirement également footballeur au FC Nantes. Grosse concurrence, attention. Voilà, et gros Twitter pour vous. Hein. Ouais, bah en ce moment, pas mal de followers. Donc, combien 3300. T'as combien toi 10 fois moins. Ah bon, 10 fois bon, moins. alors. 3400. J'ai une info, apparemment. 3500. 8, ils sont 8. Non, un petit peu plus, mais beaucoup moins que les Nantais. Voilà, bon, tout roule, Issa. C'est vrai qu'il y a encore eu une victoire, 4e de suite pour le FC Nantes qui n'en finit plus d'étonner. Ouais, c'est une belle performance. Maintenant, voilà, il faut qu'on continue dans cette dynamique de victoire. Voilà, on a fait un très beau match à Ajaccio. Voilà, c'est une belle victoire. On gagne 1-0 en plus sur le fil. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, comme on dit, il faut rester les pieds sur terre, humble. Voilà, il y a un gros match qui arrive vendredi face à Lille. Donc voilà, on va essayer de préparer ce match sereinement. Bon, Charles, ils nous surprennent de semaine en semaine, ces Nantais, parce que c'est vrai que le début de championnat avait été, on va dire, quasi conforme à ce qu'on attendait, à savoir victoire, défaite, match nul. Et puis depuis un mois, ça tout roule, quoi. Oui, puis j'allais dire les faux pas de début de saison étaient conformes surtout aux adversaires affrontés à ce moment-là. Un déplacement à Lorient, c'est jamais évident. Bon, sauf en ce moment d'aller gagner à Lorient. Paris, de le prendre 3 journées à la 3e journée, voilà, on sait ce que c'est. Le PSG, Galactique, et encore que je pense que si aujourd'hui Nantes affrontait Paris, ce serait peut-être pas la même chanson dans les dispositions actuelles, quoique Paris a aussi augmenté. Paris est mieux, mais Nantes aussi, du coup, ça ferait peut-être beaucoup plus serré. Non, c'est clair que 4e, personne n'y croyait. Et puis, on va pas s'en plaindre. Moi, ce que je voulais savoir avec Issa, c'est il faut garder les pieds sur terre, pas s'enflammer. Mais comment on fait dans ces cas-là? Parce que 4 victoires de suite, au bout d'un moment, on a le droit aussi d'être euphorique. Ouais, c'est clair, forcément. Tout le monde est un peu euphorique. Après, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, on est 4e. Voilà, on s'attendait pas à être à cette place. Maintenant, voilà, comme on dit, on savoure. Je pense on a largement mérité depuis la saison passée, cette année aussi. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment une grande joie et une grande satisfaction d'être à ce niveau-là. La différence aussi, Simon, c'est que tout le monde arrive à avoir ce niveau Ligue 1, et même plus que le niveau Ligue 1, parce que quand on est 4e, c'est qu'on a le niveau du haut de tableau. Ouais, c'est difficile d'évaluer en fait le niveau de Ligue 1 pour un joueur. On se posait la question pour les joueurs de Ligue 2, on voit que quasiment tous franchissent l'examen. Ils sont soumis à la concurrence cette année et je pense que c'est aussi un des éléments forts de la performance des uns et des autres. Issa le premier avec Shaker Aladur qui s'est imposé dans le couloir gauche. Derrière, il y a Sichero. Derrière, il y a Venio qui attendent comme des morts de faim pour prendre la place. Donc ça les oblige à un haut niveau de performance à chaque match. Et ça, à mon avis, c'est l'une des explications de la réussite nantaise. Et puis, il faut dire qu'à Ajaccio, Nantes a fait un très bon match. C'est pas un hold-up, c'est 1-0. Toute la première période, Nantes a eu 3, 4, 5 occasions d'ouvrir le score. Avec un bon Ryu derrière en deuxième mi-temps, qui a été indispensable à ce succès-là. Mais c'est pas un hasard, c'est vraiment le fruit d'une belle performance. Alors, on disait la victoire à Rennes, qui avait été exceptionnelle, autant dans le jeu que dans les tribunes, dans l'ambiance. Et puis, on s'est dit, Evian, attention, match piège. Evian s'est passé comme une lettre à la poste, quasiment. Et puis après, on a dit, attention, sur l'île de Beauté, les Corses, c'est jamais simple d'aller gagner là-bas. Ils vont gagner là-bas. C'est quoi la recette, Issa? Déjà, on prend match après match. Non, ça, c'est une phrase de footballeur. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que, voilà, au début, on disait qu'on avait gagné, on a battu Nice, soi-disant, on n'était pas, enfin. Ouais, à chaque fois, c'était les adversaires qui étaient les moins bons. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait à chaque fois. Aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, tout le monde pense qu'on mérite en fait toutes ces victoires méritées. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, il y a une vraie concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, elle est saine. Tout le monde travaille bien et puis forcément, tout le monde veut jouer. Les places sont chères, donc que ce soit devant ou au milieu ou derrière. Donc forcément, tout le monde veut jouer, tout le monde veut se battre et tout le monde veut se montrer. Donc c'est bien pour la suite. Allez, on se fait un petit plaisir. On va revoir évidemment les buts, enfin le but, et puis surtout les actions qui ont pu avoir lieu dans ce Ajaccio-Nantes. Alors là, c'est le classement. On va revoir voilà,
les images. Merci à Thierry Opigé. Ce but donc d'Alejandro Bedoya avec, pour une fois, Philippe Georgievic en passeur décisif. Et puis on va voir également toutes les actions, parce qu'il y en a eu énormément des occasions dans cette première période. On pense à cette tête de Serge Gakpé, ça c'était au début du match, Issa. Et puis le débordement de Jordan Verretou avec cette remise en retrait, ça va un petit peu cafouiller. Du coup, c'est Banel Nikolica qui va récupérer la balle et là Ochoa fait une belle sortie devant. D'ailleurs, heureusement que le portier mexicain était là parce que je pense qu'il y aurait eu plus qu'1-0. Là, le tir de Birama Touré sur la barre transversale. Le ciseau, l'espèce de petite reprise de volée magnifique de Philippe Georgievic qui passe de très très peu à côté. Et puis on l'a vu, ça c'était juste avant le but d'ailleurs d'Alejandro Bedoya. Et puis derrière donc ce fameux but de l'Américain qui venait d'entrer en jeu. Alors en plus les remplaçants commencent à être efficaces au bout de 6 minutes d'entrée en jeu, c'est quand même extraordinaire. Bah là, ouais, superbe coaching. A priori, Michel Derzakarian a eu le nez fin sur ce coup-là. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de critiques à faire du côté du FC Nantes. Peut-être la seule qu'on peut adresser, c'est un FC Nantes qui est pas assez tueur finalement, parce que ce match-là, vous devriez le gagner 4-5-0. Vous ne le gagnez que 1-0, c'est l'essentiel, mais quoi qu'il en soit, il fallait trouver une critique. Et Charles Guyard l'a voilà, on avait tiré au sort. C'était obligé, c'était son coup de gueule. Alors, voilà. Non, même pas. Mais bon, voilà, voilà, il faut dire au moins une chose, c'est peut-être ça, voilà. Mais pour le reste, c'est difficile de faire mieux. Peut-être la faute d'Issa aussi, il est pas très offensif. Non, mais après voilà, c'est clair qu'on a manqué un petit peu d'efficacité pendant cette rencontre, mais bon après voilà. Comme on dit, c'est pas un hold-up. On gagne 1-0, c'est mérité au vu des actions qu'on a eues. Et puis voilà, tant mieux pour nous. Et prochain match, on verra ce qui se passera. Justement, puisque Charles Guyard n'est pas un mauvais journaliste, on a posé la question à Michel Derzakarian, savoir quel était un petit peu pourquoi le fait qu'il rigolait pas trop en conférence de presse. Ça, c'est une question des journalistes corses, pas habitués à Michel Derzakarian. Et écoutez sa réponse. Il est très content, même s'il le montre pas trop. Non, je suis très content. Je n'ai pas le sourire, mais je suis très content. Ouais. Non, très content. Très content parce que 19 points à la 10e journée, voilà, on a pratiquement la moitié des points pour le maintien. C'est un très bon début de saison. Il y a de la confiance qui s'est instaurée à travers les joueurs et dans le collectif. Et c'est pour ça qu'on joue bien, voilà, qu'on produit du jeu, qu'on se crée des occasions. Parce qu'avoir autant d'occasions tous les matchs, c'est que dans le jeu, on est cohérent. Alors, Michel Derzakarian, il s'attarde sur deux choses. La première, c'est que Nantes, après 10 journées, a 19 points au compteur. Il ne s'occupe même pas du classement. Et la seconde, c'est surtout de voir qu'il y a 12 points d'avance sur le premier relégable. Ça aussi, c'est quand même... c'est une marche confortable, hein, ça fait évidemment. C'est surtout effectivement quand on est Nantes, un promu. Enfin, de toute façon, quand on est un promu, c'est d'abord cette marge-là qu'on est censé regarder en premier. Sauf que là, aujourd'hui, Nantes 4e, elle devient presque moins intéressante. Surtout la perspective du match de vendredi face à Lille, qui peut non seulement accroître encore cet écart, mais surtout poser Nantes sur le podium. J'allais dire, c'est presque anecdotique maintenant, ces 12 points. Et ils sont importants, ils sont là, et c'est pas des points volés. Mais maintenant, j'allais dire, c'est même plus ça qui intéresse les gens. J'imagine que c'est pas ça qui remplit la Beaujoire aujourd'hui. Hein. Mais Issa, vous regardez quand même le classement, vous regardez les 3 derniers quand même, vous arrivez à le faire dans les journaux, à regarder ça? On regarde le classement. Aujourd'hui, on est 4e. Maintenant, nous, comme on l'a toujours dit, c'est d'abord de se maintenir. On sait que la barre du maintien, elle a 38 ou 40 points. Donc là, c'est de bon augure. Maintenant, il faut continuer. On est un promu et il faut vraiment pas s'enflammer. Voilà, nous, on cherche pas à être 4e ou premier. Voilà, nous, d'abord, c'est le maintien. Et après, si on peut jouer plus haut, dans ce cas-là, on jouera plus haut. Le fait que, Simon, que Nantes arrive à continuer sur cette performance de jeu, notamment dans le contenu, c'est quelque chose quand même qui est peut-être le plus étonnant? Oui, c'est assez étonnant parce qu'on décrivait, et on assistait d'ailleurs à la Beaujoire l'année dernière à un jeu assez défensif et un jeu de contre-attaque proposé par le FC Nantes. Et là, on voit au fil des journées Nantes revenir à hauteur de son adversaire en termes de possession de balle. On est parti sur les premières journées avec 35-40%. Là, c'est du 50-50. C'était le cas à Ajaccio. Et quand Nantes a le ballon, il y a toujours cette vitesse, cette rapidité à se projeter vers l'avant. Et il y a aussi un fond de jeu avec des actions construites. Donc, c'est le plus étonnant cette année, c'est vrai, puisque l'effectif a peu changé. Alors, vous venez de le voir justement sur l'écran, le tweet de Cyril FC Nantes, Cyril FC Nantes, qui disait, certains disaient que le FC Nantes ne méritait pas sa 5e place, tant mieux, ils sont 4e aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est quand même hallucinant. Et l'année dernière,
Charles, on en parlait. C'était à la 11e journée que le FC Nantes était monté sur le podium. Ouais, si on regarde un petit peu, qu'on se penche sur c'était en tout cas au mois d'octobre, effectivement, autour de la 11e journée, il y a eu ce saut, puis après Nantes n'est jamais retombé du podium, alors. C'est ce qu'on va souhaiter pour vendredi. Ça fait peur, quoi. On va essayer. Ça donne le vertige. Mais nous, déjà, on joue les matchs pour les gagner. Maintenant, ça aussi, oui, ça c'est important. C'est important, ça de le rappeler. On joue les matchs pour les gagner. Je connais pas un joueur qui va arriver sur le terrain et qui nous va perdre. Non, on joue les matchs pour les gagner. Et puis c'est ça qui fait aussi notre force aussi, c'est que voilà, on se prend pas la tête. On est ensemble depuis maintenant 2-3 ans. Et puis voilà, ça rigole bien, ça fait des restos, ce qui est étonnant, ça c'est fait pas mal que de choses. ce discours, on joue les matchs pour gagner. En début de saison, en étant promu, ça aurait pu être, on joue les matchs pour déjà limiter la casse. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour gagner. Il y a quand même un objectif. On joue toujours les matchs. Mais évidemment, mais en tant que promu, c'est plus délicat de s'afficher comme ça. C'est bien, on entend bien. Ouais, moi, personnellement, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour le coach aussi. Et puis voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Babo4435 qui nous dit sur Twitter, Issa, vous êtes la plus grosse surprise de ce début de championnat. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il y a 2 journalistes qui peuvent Simon confirmer, je sais pas. C'est Shaker à la dure. C'est vraiment la plus grosse surprise, c'est Shaker qui s'impose pour l'instant dans le couloir gauche. Issa, il l'avait son couloir droit, il a été soumis à la concurrence de Vénio en début de saison, c'était tendu. Enfin, on va rappeler quand même qu'Issa Sissoko, il y a 3 ans, il jouait en CFA. Ah oui, bien sûr. Oui, mais on l'a vu évoluer la saison dernière, Issa. Donc il y a beaucoup de belles surprises. Lucado au milieu de terrain, il est rayonnant et on le voit progresser. Issa en fait partie, mais pour moi, c'est Shaker la plus belle surprise. Désolé, Babo. Non, mais c'est vrai que Shaker, c'est Babovic. Il a vraiment assuré. Il a fait plus qu'un intérim sur le côté gauche. Il a vraiment fait de très bons matchs. Et puis voilà, c'est un petit jeune en plus qui est vachement à l'écoute, qui habite en plus dans le quartier, je crois, sur il est sur Nantes. Hein. Donc je pense qu'aussi, ça lui fait du bien aussi d'être en famille et puis comme ça permet de progresser aussi. Bon, on parlait du classement, on va jeter un coup d'œil justement sur ce classement, parce que c'est vrai que toutes les semaines, à chaque fois, on essaie de se pincer, puis de se dire, ça progresse de journée en journée. Alors, on voit un Nantes 4e, derrière un trio quand même, PSG Monaco. Bon, on s'y attendait un peu. Lille, ça fait partie quand même des références de championnat depuis quelques années. Et Nantes juste derrière, devant Marseille, devant Saint-Etienne, devant Rennes. Ça, c'est autre chose. Devant Lyon, mais également devant Bordeaux. Enfin, c'est à chaque fois. Si tu bats Lille vendredi, tu reviens à 2 points de Paris. T'es à 2 points du titre. Hein. Donc, à 2 points du titre. Quand on voit que Monaco fait match nul 2-2 sur la pelouse de Sochaux hier, tout est possible. Le prochain. Mais bien sûr. Ça va être une ambiance extraordinaire contre Lille. Hein. On parlait de ce match-là. Guichet fermé, certainement. Ouais, ce sera plein à la Beaujoire. Il reste quelques places encore à vendre. Et ça fait depuis 11 ans que le FC Nantes n'avait pas aligné 4 victoires de suite. Là, on remonte dans les années qui ont juste été après le dernier titre de champion. Titre, ouais. Nantes compte du reste, je crois, au niveau des stats, puisqu'on les évoquait tout à l'heure, plus 2 points après 10 ou 11 journées qu'en 2001, l'année du titre. Enfin voilà, il y a des chiffres, alors révélateurs, pas révélateurs, peut-on ou pas s'appuyer dessus? N'empêche qu'il y a une réalité comptable qui est là. C'est hallucinant. C'est énorme, oui, mais c'est vrai qu'on se pince encore. Ouais, statistiquement, c'est un tweetos d'ailleurs qui me l'a appris. 5 victoires d'affilée en cas de succès contre Lille. C'était l'année du titre et c'était 2001. La fin du championnat, 2001. Donc de la 30e à la 38e journée, Nantes avait enchaîné les succès pour finir champion de France. Ça fait 8. 8 sans défaite, dont 5 victoires consécutives. Là, c'est vrai qu'on s'emballe un peu, mais bon, c'est sûr que face à Lille, ça sera un énorme match. Alors, on va revenir, et moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur justement Issa Sissoko, sur ce début de saison, sur le passage de CFA en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, cette progression, parce qu'ils sont, mais je ne sais pas combien, à nous envoyer des tweets justement sur Issa en disant mais quelle progression, Issa Sissoko encore dans l'équipe type de l'équipe ce matin, on va le voir d'ailleurs sur la palette derrière, parce que c'est vrai que c'est tellement courant maintenant, devenu monnaie courante depuis quelques semaines de voir des joueurs du FC Nantes dans l'équipe type que voilà, on regarde et c'est Issa Sissoko avec sa note de 6. Et ça fait bizarre. L'année prochaine, ce sera dans le 11 européen. Oui, c'est ça. Non mais ça fait bizarre de se retrouver comme ça à la une de l'équipe quasiment. Ouais, franchement, c'est clair que ça fait chelou parce qu'autour là on voit des joueurs comme Ibrahimovic, Cavani et tout, donc forcément qui ça fait Cavani. À côté de Sissoko. Ça me dit rien. Ça te dit rien. C'est Cavani qui est à côté de Sissoko. Voilà, ça aussi, hein. Non, mais bon, ça fait plaisir, mais bon après voilà,
Ça prouve que voilà, j'ai fait une belle performance du week-end et puis voilà, Mais c'est pas que ça ce me met week-end. bien, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit, et on va pas se le cacher, même quand on est revenu, on le disait avant l'émission, dans l'avion sur la dernière journée de Ligue 2, on s'était dit, Issa, est-ce que ça va pas être compliqué de se mettre au niveau de la Ligue 1? Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais il a été tellement court. Bah, écoutez, après, comme je disais tout à l'heure, le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1, je pense que il y a beaucoup plus d'espace en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On s'exprime beaucoup plus. On le voit par rapport à moi et par rapport à certains joueurs aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que. Mais après, voilà, je pense que mentalement et psychologiquement, j'ai pris beaucoup de confiance, notamment en allant avec la sélection du Sénégal. Ouais. Donc, Et oui. Et justement, tu regrettes pas d'avoir choisi la sélection du Sénégal parce que finalement, tu vas peut-être pouvoir être appelé par Didier Deschamps. En plus, il y a une place qui devrait se libérer là côté droit avec Non, ce qu'on a entendu. Non, c'est un autre en plus originaire du Sénégal, c'est Patrice Evra dont parle Charles Guyard. Mais il est gaucher. Non, mais je suis très fier d'évoluer pour le Sénégal parce que voilà, c'est le pays de mes parents et je suis très content aujourd'hui d'être international. En plus, voilà, ça nous permet de faire de beaux déplacements, de jouer aussi contre de belles équipes comme la Côte d'Ivoire. On rappelle, match Notamment retour le 16 novembre. 16 novembre à Casablanca. Ce sera pas au Sénégal, ce sera au Maroc. Malheureusement, ouais, parce qu'il y a eu des incidents il y a un an maintenant. Donc ça fait que du coup, le stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu. Donc on se retrouve à jouer à Casablanca. Donc en espérant la qualification, parce que tout est encore possible. Défaite à l'aller, 3-1 en Côte d'Ivoire. Exactement. Mais ce petit but à la fin du match, là, Ouais. ça fait du bien. C'est vrai qu'on a suivi et on se prend au jeu parce qu'il y a Issa Sissoko qui est en sélection, il y a Papi Djilobodji également. Cette sélection en équipe du Sénégal, c'est aussi ce qui a profité à Issa? Ah ben oui, je pense qu'il est... alors, on parlait de Chaka Ladur comme la surprise. La révélation chez Issa, c'est sa capacité à augmenter son niveau au fil des sélections, des matchs. Moi, précisément, cette année, dans son jeu, je trouve que sa qualité de contre-attaquant s'exprime encore davantage. Cette capacité à prendre le couloir, à prendre de la vitesse, et surtout la qualité de ses centres. Je trouve qu'il est beaucoup plus précis. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, mais tu es beaucoup plus précis dans tes centres que la saison dernière. Ça arrive quasiment toujours au point de pénalty, sur Djordjevic, sur les attaquants. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va revoir parce que c'est vrai que en ce moment, on est en train de dire Issa Sissoko, c'est le Roberto Carlos il y a quelques années. Il défend, il attaque, il revient, il a un moteur incroyable. Regardez, on a repris le début de l'action sur le but nantais marqué par Alejandro Bedoya. Et regardez qui est à l'origine. On le voyez sur l'écran. C'est Issa Sissoko qui remonte tout le terrain. Il a encore du jus. On joue la 87e minute et il arrive. Hop, la petite balle pour Vincent Bessa. Là, il s'arrête d'ailleurs. Il en peut plus. Mais il s'arrête. Et voilà, derrière, paf. Philippe Djordjevic fait le reste, Bedoya qui vient de rentrer inscrit le but. C'est ça aussi, Issa, vous avez un moteur incroyable, vous avez 4 poumons? 4, je sais pas. Mais non, mais bon, après, je m'entendais vraiment pas ce que Rémi la met, donc ça fait que du coup, je vois, il y a personne devant. Donc voilà, j'accélère, je vois le joueur qui arrive derrière moi, je passe devant lui pour lui couper la course. Je vois, j'essaie de rester lucide, je reste lucide. Je fais la passe pour Vincent, qui la décolle pour Georges, ensuite but. Donc voilà, c'est bien. Et voilà, je continue comme ça. Mais c'est bien, mais ça veut dire aussi qu'on y croit jusqu'au bout et on y va physiquement jusqu'à la fin du match. Jusqu'au bout. Bon, je crois qu'on avait déjà fait les 3 changements, donc je pouvais pas sortir. Et d'ailleurs, voilà, vous me disiez, Rémi Rioux, le gardien de but du FC Nantes, vous fait la passe, vous en vouliez pas en fait du ballon. Je voulais pas la balle, moi. Je vois la balle, elle arrive sur moi, je me dis, bon, allez, c'est parti. Je démarre, et puis non, mais bon, après, voilà, c'est un peu la passe de Rémi qui déclenche aussi le but. Et puis voilà, on est vraiment content d'avoir marqué vraiment à la fin. Ça nous fait vraiment du bien. Et puis ce retour à Nantes c'était encore mieux, quoi. Simon? Ça me rappelle l'échange qu'on a eu avec Lucas Do au sortir du match de Rennes, où Lucas est censé être milieu défensif, donc rayonner devant la défense. Il avait fait du dépassement de fonction. Ouais, il dézonait pas mal. On y revient, il dézone. Il était parti sur le côté gauche, centre, but de Djordjevic. Là encore, on est à la 88e. Il peut, Issa, décider de se calmer poser, le jeu, transmettre le ballon. On va ramener un nul de Corse. C'est ça qui est étonnant. Il y a une envie dans cette équipe nantaise et il y a un dépassement de fonction qui fait que le surnombre est apporté dans la partie de terrain adverse et c'est souvent ce qui permet à Nantes de marquer. Ouais, c'est ça. Charles? Ah oui, non, mais complètement. Non, t'endors pas, Charles. RS. Hein, Non, et après, je vais dire un truc, c'est qu'on a l'impression peut-être en ce moment là que nous, les journalistes, on passe la brosse à reluire. Oui, On est c'est très vrai. positif. Il se trouve que ça fait 3 ou 4 ans qu'on ne cesse de critiquer parce qu'on voyait des choses qui étaient critiquables. Voilà. Donc pour l'instant, ça marche bien. On a le droit aussi d'être positif.
Et puis, il faut. Non, Charles est d'accord. Et si ça se passe pas bien, on sera là. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Issa, justement, la suite de la saison, ça va être aussi compliqué parce qu'il y a 2 déplacements consécutifs là après la réception de Lille. Dans le groupe, comment on est? Parce que là, il y a quasiment personne à l'infirmerie. Johan Odell qui doit y être encore. Et puis c'est tout. Le groupe, il vit comment aux entraînements? Ça doit rigoler tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, il y a comme je disais, une bonne équipe de copains. On est tous bons délire, que ce soit les anciens et les plus jeunes. Voilà, tout le monde s'intègre bien. Et puis c'est ça aussi notre force, c'est que voilà, on rigole, on se prend pas la tête. Voilà, on fait des restos tous ensemble. Il y a pas de prise de tête. Voilà, il y a pas mal de farces aussi avec Lucas, que ce soit Fabrice. C'est vraiment une bonne ambiance, même si il y a certains joueurs qui ne jouent pas. On les sent vraiment impliqués unis quand avec même. nous. Ah oui, ça c'est important. Même quand on fait des restos, il y en a, ils pourraient rester à la maison, mais ils viennent tous et en plus ils rigolent, ils mettent de l'ambiance. Et je pense que c'est ça qui le coach l'a fait transmettre aux joueurs et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment un groupe uni et sain. Alors, vous avez entendu certainement Alejandro Bedoya qui a voulu lancer un nouvel hymne à la Beaujoire. Alors, parlez-nous un petit peu de ça parce que L'hymne à la Beaujoire ? ouais, parce qu'il a parlé d'une nouvelle chanson justement. Il y a eu un débat non sur I la musique Believe. d'entrée. I Believe sur l'entrée. Ah, je connais pas le son par contre. Non, donc Non. voilà, je vais pas vous le faire parce que C'est je pense qu'on va perdre des internautes. Mais est-ce que c'est important justement là parce que ça a déclenché un petit peu le buzz depuis 15 jours. J'ai entendu ça, l'entrée du stade, parce que je crois qu'on a Wiz Khalifa quand on rentre à la Beaujoire. Bon, après, moi, j'ai pas. C'est du rap? Ouais, c'est du rap américain. Mmh. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent. Je crois qu'il y avait Genesis, je crois, un truc comme ça. Et, John Miles, non? John Miles, Miles, voilà, ouais, c'était John Miles, le ouais. combat entre les deux. J'ai écouté les deux, et bon. Alors Fabrice Pancrate la semaine dernière ici même nous disait on ne touchera pas à notre musique pour l'échauffement parce que là pour l'échauffement c'est notre truc Ouais, c'est vrai. et ça nous motive et vous êtes d'accord? Ouais, c'est vrai que c'est motivant, c'est décorant, voilà, on a une force incroyable. Et en plus, la musique, on écoute souvent dans le vestiaire et en muscu, donc forcément, voilà. Il y a beaucoup de rap dans le vestiaire? Beaucoup de rap, il y a rap français, rap US, il y a beaucoup de pseudo-américains dans le vestiaire aussi, donc forcément, on met de la musique américaine et française. Alors, on parlait de l'ambiance justement dans ce groupe. Simon, comment on peut voir la suite de la saison? Parce que tous les joueurs disent à un moment ou à un autre, on aura certainement un creux qu'il va falloir gérer. Est-ce qu'il y en aura un finalement? Oui, il y en aura forcément un. Je rejoins ce que disait Charles au début de l'émission. Le risque principal pour le FC Nantes, c'est à travers les commentaires du public, etc., qu'on s'enflamme un petit peu, que certains perdent cette notion du collectif, et donc que dans les moments de creux dans la saison, il n'y ait plus cette solidarité-là. Voilà, c'est le seul péril qui guette le FC Nantes, et quand on parle beaucoup de Nantes, et maintenant au niveau national, on retrouve beaucoup de supporters du FC Nantes qui s'étaient oubliés ces 10 dernières années et qui se mettent à être fans des Canaries très récemment. Donc voilà, tout ça, ça peut les enflammer. Après, la suite de la saison, il y a des garanties pour moi dans le jeu et il y a des garanties physiques. C'est un groupe qui apparemment est costaud et tiendra la marée. Donc il faut simplement que dans les têtes, tout le monde y soit jusqu'au bout. Il y aura des renégociations de contrats notamment qui vont être opérées. Et tout ça, ça peut perturber les choses. Alors Issa, le physique, on en parlait justement parce qu'avec toutes ces montées, redescentes sur le terrain, est-ce qu'à un moment donné, vous allez sentir peut-être le besoin de tourner? Vous pouvez aller voir le coach en disant je préfère souffler un peu ou comment ça se passe? Bon, ça, c'est plutôt dans la semaine. Je pense que dans la semaine, c'est plus facile de récupérer dans la semaine que pour un match. Maintenant, quand on est compétiteur, on veut jouer tous les matchs. Donc après, Là, voilà, ça va se c'est... présenter vendredi soir Nantes-Lille, mardi prochain Nantes-Lorient en Coupe de la Ligue. Est-ce que vous pensez que justement le fait de tourner un petit peu avec des gens qui sont concernés mais qui jouent moins, les aligner, c'est un bien ou Ouais, pas? je pense que oui, bien sûr, parce que voilà, on est un groupe, on est parti en stage à 23 ou 26, donc je pense qu'il y aura sûrement peut-être des turnovers. Après maintenant, ça sera le choix du coach. Maintenant, nous, on est à sa disposition. Moi, si demain je dois jouer vendredi, mercredi, dimanche, je le ferai, et en espérant bien récupérer. Et voilà, mais bon, moi en tout cas, j'aime bien ce schéma de jeu, quoi. Charles, sur la préparation physique, on posait un peu la question aussi avant l'émission. Il est Stéphane Virtala qui a fait un truc spécial. Vous êtes allé le voir, vous avez demandé. Parce que tout le monde s'étonne finalement de l'état de santé physique et de la fraîcheur physique parce qu'il y a de l'agressivité sur le porteur du ballon. Il y a beaucoup de mental, je pense, là-dedans. Quand ça va bien dans les têtes, à mon sens, ça doit bien aller dans les jambes. Voilà. Après, bon, il y a un bon préparateur physique derrière ça.
Mais il n'a pas changé ses méthodes en 6 mois, je pense Non, pas. Enfin, il a après, pas au changé, il a quotidien. pas changé. Le truc, c'est l'envie. Aujourd'hui, tout le monde est content d'être en Ligue 1, tout le monde est content de jouer contre de belles équipes. Donc forcément, tout le monde veut montrer de quoi il est capable à ce niveau-là. Et c'est ça aussi qui fait que chaque joueur se transcende et se transforme. Est-ce que vous croyez invincible? Non, peut-être pas invincible, mais en tout cas, on sait qu'on a une grosse force mentale et physique. On sait qu'on peut gagner les matchs. Voilà, on est 11 contre 11, il n'y a pas de souci. Tout le monde on est vraiment en confiance. Et ça, le plus important, avec l'appui du public aussi, qui fait que à domicile, on est vraiment, vraiment, vraiment costaud. C'est quoi votre regret là depuis le début de la saison, s'il y en a un? Regret, bon, franchement, je ne sais pas, mais après, voilà, je pense qu'il y a, comme je dis, il y a un bon groupe. On a quasiment pas beaucoup recruté. On a vraiment pris des joueurs clés. Et voilà, et je pense qu'ils nous aident vraiment à se maintenir et puis de deux à se surpasser pour la suite. Simon, justement, on va reparler de Nantes-Lille, le match qui arrive. Sur les sites internet, sur les top ventes notamment, Nantes-Lille, c'est l'attraction en fait de cette journée de championnat. On l'a dit, il reste que quelques places à se procurer. Une contre-performance que, évidemment, on ne souhaite pas. Est-ce que ça pourrait remettre en cause quelque chose? La saison est foutue. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça. Non, mais Ce serait pas c'est une grosse équipe de Lille. Il faut voir que Lille est une équipe qui monte en puissance. Donc non, il va y avoir un gros match à la Beaujoire. Qui n'a pas pris de but depuis 5 matchs. Non, t'es pas favori. Il faut partir toujours avec ce rôle d'outsider. Faut pas changer dans les têtes. Le rôle du FC Nantes. Donc, alors, les Nantais ne doivent pas changer, mais je pense que l'entourage, l'environnement médiatique et tout ça, je suis pas persuadé que Nantes soit vraiment l'outsider de ce match-là, finalement. Il faudra s'en protéger, en tout cas. C'est une bonne nouvelle que ce soit Lille, parce que pour le coup, c'est un adversaire d'importance. Et il faudra battre Lille pour accéder au podium. Mais il va y avoir 35 000 personnes derrière à pousser les Nantais. Donc, ça devrait être un gros match. Pronostic? Pronostic. Oui. Ah bah oui, on est en direct en plus, c'est ça qui est bien. Un partout. Un partout. Issa? On gagne. Combien, je ne sais pas, mais on gagne. Ouais, vous gagnez. Voilà. Charles? 3-1 pour Nantes. 3-1 pour Nantes. Ouais. Bon, avec le retour notamment d'un Ronny Rodelin du côté de la Beaujoire, lui qui a été formé, bien sûr, du côté de la Jonelière. Messieurs, on va se quitter sur ces belles paroles, sur ces belles images de foot et de but, avec ce but d'Alejandro Bedoya qui a donné la victoire donc au FC Nantes du côté de l'AC Ajaccio. On va se retrouver évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. On ne connaît pas encore l'invité du FC Nantes, mais on va en parler avec Issa tout à l'heure, avec Issa Sissoko. On sait déjà que ce sera Loïc Folio de Ouest France, mais également Fabien Lévesque de France 2, de Stade 2, qui sera avec nous également. Rendez-vous ce soir à 20h sur It West. Sur It West, bien évidemment. J'allais l'oublier. J'allais l'oublier pour Cop West, bien évidemment. Heureusement qu'il est là pour faire sa pub. Et le match du soir à suivre évidemment en direct sur en duplex avec le handball. Voilà, exactement. Il s'est réveillé d'un seul coup sur la fin, Charles Guyat. Ça y est, il s'est dit hop, faut que je la place. Merci Issa Sissoko, merci encore, bravo, parce que on a passé et on passe de très très bons moments avec vous encore cette année. Merci. Vous nous faites vibrer, et ça c'est vraiment à l'essentiel. Vous faites vibrer toute une population, tout un stade. Merci. Rendez-vous vendredi soir, Nantes-Lille, 20h30, stade de la Beaujoire, et lundi, 15h30, sur notre site internet France 3 Pays de la Loire, pour un nouveau numéro de Canary Play. Vous pourrez revoir cette émission en VOD dès 17h aujourd'hui. Bye bye et bonne soirée.